François Fillon, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes de votre temps en dépit du vaste programme qui vous a été préparé pour la journée. Alors avec Cédric Catan du service politique de Radio Caraïbe. Bonjour Cédric. Bonjour Jean-Marc. Nous allons tenter d'avoir votre éclairage sur des questions sur le développement économique de Martinique et bien sûr sur votre campagne sur le terrain. D'abord, quelle est cette approche différente, prometteuse, signée François Fillon, qui déclencherait en votre faveur une forte adhésion en Martinique? Trois choses. La vérité. Je dis la vérité. J'ai dit en 2007 qu'on était en faillite. Ça a fait à l'époque scandale. Mais on s'aperçoit, plus le temps passe, que j'avais raison. Et à partir de cette vérité, qui est que la France est aujourd'hui un pays dans une situation très difficile, sur le plan financier, sur le plan économique, je propose un programme qui est un programme radical de changement économique et social. J'ai dit, pour illustrer mon propos, que je voulais casser la baraque pour la reconstruire autrement. Et c'est ça qui me différencie des autres candidats qui sont dans des démarches plus classiques et qui, au fond, proposent de refaire un peu la même chose que ce qu'on a toujours fait. Voilà. Cédric Catan. Vous n'êtes pas le premier candidat à venir en Martinique. Il y a eu Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, Alain Juppé. On parle ici beaucoup de juppéistes, de sarkozystes, mais finalement peu de fillonistes. Comment, localement, comptez-vous inverser peut-être cette tendance, mais même au niveau global, au niveau des Outre-mer? Est-ce que vous savez sur qui vous allez compter? D'abord, je compte sur Diane, qui est la représentante de mon comité de soutien ici en Martinique. J'ai rencontré hier beaucoup de Martiniquais, d'élus, de responsables économiques. Je pense que j'en ai convaincu pas mal. On va voir ce que ça donnera au moment de la mise en place des primaires, mais je suis très confiant parce que je pense que le moment où la primaire va commencer, les Français se poseront deux questions. Qui a le programme le plus sérieux? Et deuxièmement, quel est le candidat le plus digne et le plus honnête? Voilà. Et il me semble que je coche toutes ces cases-là. Alors c'est vrai que les Outre-mer restent un passage obligé pour les candidats à la présidentielle, mais c'est aussi vrai que chez nous, on attend des propositions concrètes. Vous avez proposé hier de libérer le système et de changer le modèle, alors que vous étiez avec les chefs d'entreprise dans le secteur du tourisme notamment. Est-ce qu'on peut avoir ce midi des exemples concrets dans des secteurs précis dans ce que vous proposez? C'est très simple, hein. Quand on regarde la situation de l'économie française par rapport à celle de ses grands voisins européens, l'Allemagne est au plein emploi, la Grande-Bretagne est au plein emploi, tous les pays d'Europe du Nord sont au plein emploi. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris depuis longtemps que quand il y a trop de taxes, trop d'impôts, et qu'il y a trop de réglementations, et qu'il y a trop de normes et trop de lois, l'économie étouffe. Voilà. Et la France a simplement besoin qu'on libère un peu les énergies, les talents. Donc moi je propose de baisser les charges de façon uniforme, de supprimer toutes les niches fiscales, tous les CICE de la terre, et de mettre en place une baisse simple pour tout le monde des charges sociales. Je propose de libérer le temps de travail et de laisser dans l'entreprise, dans des accords majoritaires, les salariés et le chef d'entreprise décider de savoir s'ils veulent travailler 35 heures, 36, 37, 38, 39, voilà. Je propose que les contrats de travail soient plus diversifiés et que, en particulier, on crée un vrai statut pour les travailleurs indépendants. Il y aura, avec le numérique, de plus en plus de personnes qui vont se mettre à leur compte, ce qu'on a appelé l'ubérisation de la société. Il ne faut pas se laisser ubériser, il faut prendre les devants et créer un statut avec des gens qui paient des cotisations sociales, qui participent au fonctionnement du système, mais qui ont la liberté de pouvoir travailler pour les entreprises, louer leurs services pour les entreprises. Je propose de modifier les règles d'indemnisation du chômage pour d'abord raccourcir cette indemnisation, mais surtout créer un lien entre l'indemnisation et la formation. Toute personne au chômage devrait vraiment recevoir une formation. Voilà, c'est ça le programme de François Fillon. François Fillon, vous parlez justement de libérer la société et l'économie grâce au numérique. Alors, vous avez arpenté nos départements d'outre-mer. Nous avons des entreprises très innovantes ici, dans ce secteur, mais un réseau 3G finalement très faible, même plus faible que chez nos voisins caribéens. Je vous laisse imaginer le comparatif avec l'Hexagone. Comment faut-il faire pour justement impulser cette dynamique du numérique dans les outre-mer? Vous savez, c'est moi qui ai privatisé France Télécom en 1995. À ce moment-là, la France était quasiment le dernier pays en Europe pour l'Internet. Et on était très fiers d'un truc qui s'appelait le Minitel.
Bon. Le jour où on a privatisé, où on a ouvert à la concurrence, ça a démarré. Donc je sais bien que les territoires insulaires sont plus compliqués pour organiser la concurrence, mais ma conviction c'est qu'il faut un peu de compétition. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de concurrence, il y a des opérateurs qui se reposent un peu sur leur laurier. Je pense que la solution, elle est dans la concurrence. Dans les propositions, dans les dispositifs, Nicolas Sarkozy avait proposé la zone franche globale. C'était en 2007. Hier encore, on en a parlé. Est-ce que c'est dans votre programme? Absolument, moi je pense qu'il faut je pense d'une façon générale, je vous le dis, je veux baisser la fiscalité et les taxes pour toute la France, pas seulement pour la Martinique ou pour les Outre-mer. Mais les Outre-mer ont besoin d'un traitement différencié, parce qu'ils ont des situations qui sont différentes, l'éloignement, le caractère insulaire, etc. Donc si on baisse toute la fiscalité pour les entreprises françaises, il faut faire un petit peu plus pour les entreprises des Outre-mer, donc c'est la raison pour laquelle je défends la zone franche globale. Et c'est un engagement ferme que vous prenez? Absolument, il y a des exemples. Par exemple, hier on discutait avec les personnes qui louent des bateaux de croisière et qui expliquaient que c'est absolument impossible d'assurer la compétitivité de la Martinique face à toutes les autres îles qui ont des systèmes défiscalisés. Donc il y a deux solutions, où on considère que nous on va continuer à augmenter le chômage et à augmenter le RSA, ou alors on va défiscaliser pour faire en sorte que les gens qui sont au RSA, ils soient plutôt en train de travailler dans les sociétés de location de bateaux, pour ne prendre que cet exemple-là. Hier, j'ai vu que vous avez tweeté que quand la locomotive est en panne, il est difficile de tirer les wagons, surtout quand ils sont à plus de 7000 km. Alors, la locomotive, elle est en panne depuis quelques temps. Vous avez été au pouvoir. Qu'est-ce qui va changer si demain vous êtes vous êtes président de la République? D'abord, j'ai jamais été président de la République, comme vous le savez. Oui, non, mais je vous le dis ça pour une raison simple, c'est que pour changer les choses, il faut un contrat démocratique. On est dans une démocratie. Le président de la République fait pas ce qu'il veut. Le contrat démocratique qui avait été passé entre Nicolas Sarkozy et les Français en 2007 ne permettait pas, par exemple, de supprimer les 35 heures. Parce que c'était pas notre programme. Parce qu'il ne permettait pas de baisser la fiscalité du capital comme je le propose aujourd'hui pour qu'il y ait des investissements français et que ce ne soit pas les fonds de pension américains et le Qatar qui soient désormais les propriétaires de l'économie française. Donc la condition, c'est de passer un contrat démocratique avec les Français sur les mesures que je propose. Et donc il faut être président de la République pour pouvoir mettre en œuvre ce programme. Si François Hollande aujourd'hui a tellement de mal à faire des réformes comme celle du droit du travail par exemple, c'est parce qu'il n'a pas été élu pour ça. Il a été élu sur un programme de gauche. Les Français aujourd'hui ne comprennent pas qu'il veuille faire quelque chose de différent. Donc moi je vais aller à l'élection présidentielle avec un programme radical, précis. Les Français choisiront. Et une fois qu'ils auront choisi, si c'est moi qui choisis, on mettra en œuvre le programme. L'octroi de mer, la défiscalisation sont deux dispositifs qui ont accompagné le développement économique. Est-ce que vous allez maintenir ou supprimer? Non, la défiscalisation, elle est absolument indispensable compte tenu des faiblesses des économies outre-mer et de la nécessité de les accompagner. Simplement, moi, je voudrais faire évoluer le dispositif pour que ça ne soit plus un dispositif administré par Paris. Parce qu'au fond, le grand défaut de la défiscalisation, c'est que c'est Paris qui décide à la place des entreprises, à la place des investisseurs, à la place des territoires, ce qui est défiscalisé et ce qui ne l'est pas, les projets qui sont éligibles et ceux qui ne le sont pas. Donc on va laisser la défiscalisation, on va la laisser en place, mais je voudrais qu'on y ajoute une politique de soutien à l'investissement, par exemple avec une prime pour les gens qui investissent. Vous savez, quand vous investissez, vous investissez parce que vous voulez que ça vous rapporte. Donc si vous mettez une forme de prime de risque supplémentaire pour les gens qui investissent outre-mer, c'est beaucoup plus positif parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que c'est le choix de l'investisseur et le choix de l'entreprise ici en Martinique. Ça passe pas par un bureau à Bercy qui décide à la place des Martiniquais ce qui est bon pour la Martinique et ce qui n'est pas bon pour la Martinique. Mais on maintiendra la défiscalisation et l'octroi de mer. Et quel message fort pour les Martiniquais qui ne se sont pas encore positionnés et qui aimeraient en savoir davantage sur vous, par exemple? J'ai envie de leur dire que d'abord que la France, elle est une. Il n'y a pas deux France. Et donc la réforme de l'économie, la transformation de l'économie française,
c'est un préalable fondamental si on veut que les Outre-mer puissent bénéficier de ce que j'appelle la locomotive. La France devrait être la première puissance en Europe. Elle en a toutes les caractéristiques, tous les atouts. Et donc ce que je leur dis, c'est que, il faut soutenir un programme de redressement national. Et deux, la France a besoin des Outre-mer, elle a besoin de la Martinique parce que c'est une manière pour la France de ne pas se recroqueviller sur elle-même. On est 1% de la population mondiale, on n'est plus la grande puissance d'autrefois. On a encore un rayonnement dans le monde grâce à notre histoire, grâce à notre passé, mais grâce aussi au fait qu'on est présent sur quasiment toutes les régions du monde, grâce aux Outre-mer. François Fillon, on sait que votre programme est très chargé. Je suis désolé de partir aussi vite, mais j'ai plein de rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, messieurs. Et on poursuit avec Hervé Loriotte. Hervé Loriotte, président de la Chambre des métiers. Vous avez posé face à François Fillon la problématique des artisans, mais surtout celle des auto-entrepreneurs. Il était important pour nous de clarifier sa position parce qu'il souhaite renforcer le dispositif. Il nous a rassuré qu'il ferait en sorte qu'il alignerait les taux des auto-entrepreneurs sur celui des artisans et que les artisans auraient les mêmes avantages. Sauf qu'en Martinique, on assiste à un problème où certains qui ont déjà des emplois protégés, réservés, viennent dans les marchés des artisans. Et ça, pour nous, c'était inadmissible et on voulait avoir une précision et ceux qui n'avaient pas, lui, intégré dans sa logique d'auto-entrepreneur. Donc, sur les autres sujets transversaux, sur le coût du travail et autres, on a pu échanger et apparemment, les artisans étaient vraiment satisfaits. Les réponses vous ont convaincu? Sauf sur l'auto-entrepreneur qui a lieu de creuser là-dessus. Et au niveau du BTP? Au niveau des BTP, il souhaite mettre en place un dispositif très particulier où la commande publique, 50% de la commande publique serait affectée aux artisans, aux petites entreprises. Ça convient parfaitement. C'est possible? C'est possible? C'est ce qu'il est en train de dire. Et vous, Henri Salomon, après cet entretien avec François Fillon? Bien satisfait, il a pu rencontrer des artisans d'art de Martinique, donc il nous tenait à cœur de leur montrer que nous avons une production locale de qualité, avec des gens qui s'organisent pour pouvoir vendre leur production en Martinique et se préparer aussi à la vendre à l'extérieur grâce à un label authentifiant leur production locale. Le problème, c'est qu'il y a toujours des promesses et après, parfois, il n'y a pas de concrétisation de tout ce qui est promis pendant la campagne électorale. Ça, vous le savez. Alors, quelles sont les garanties que vous avez obtenues? Alors, nous n'étions pas là donc, pour attendre des promesses. Nous avons fait des propositions. Nous avons présenté donc, nos activités, l'artisanat, ce qui va gêner l'artisanat et comment on peut améliorer donc, la vie des artisans. Voilà, et c'était très important pour nous de faire passer ces messages. Qu'est-ce que vous lui avez proposé concrètement? Déjà de protéger les artisans, de les mettre dans un système économique juste. Donc pas d'injustice par rapport aux charges sociales. Il faut que l'artisanat, donc que l'artisan se sente dans une vraie concurrence, donc pas d'injustice, et surtout baisser les charges sociales pour les entreprises, parce que si on veut développer l'emploi, il ne faut plus que... Même s'il vous dit que la France est en faillite, qu'il faut arrêter de baisser des charges, de supprimer des taxes. Personnellement, à mon sens, ce qui met la France en faillite, c'est qu'il y a trop de chômeurs. Pourquoi il y a des chômeurs? Parce qu'il n'y a pas assez d'activité pour les entreprises. Si on crée de l'activité, si on permet aux entreprises de créer de l'activité, il y aura moins de chômage, moins de personnes dépendantes de l'État. Et donc, la France va s'enrichir. Et on aura du travail, et on aura de la production, et on aura de la sérénité. Mais il faut des actes courageux, il faut s'engager, et surtout prendre le problème à la base. Ce que veulent les entreprises, c'est de l'activité et une saine concurrence. Merci Henri Salomon. Merci. Au revoir à tous vos auditeurs.